Alors que le 3 septembre et le deuxième anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale approchaient rapidement, les événements de 1941 prenaient rapidement de l'ampleur. En Europe, le cours du conflit avait radicalement changé alors qu'Adolf Hitler, après avoir échoué à envahir les îles britanniques, tournait son attention vers l'Est. Le 22 juin 1941, les Allemands avaient envahi la Russie alors que Hitler donnait l'ordre de commencer l'opération Barbarossa. Anticipant une victoire rapide en utilisant les tactiques de Blitzkrieg qui avaient vu la Pologne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la France tous tomber aux mains des nazis, Hitler croyait vraiment que ses troupes conquéraient les puissances soviétiques avant l'arrivée de l'hiver. Cela s'avérerait être une énorme erreur de jugement car le Führer allemand sous-estimait grandement la force de son ennemi. De plus, tous les espoirs qu'il avait que ses alliés japonais attaquant la Russie depuis l'Est pendant que les nazis avançaient depuis l'Ouest ont été rapidement déçus, car l'Empire du Soleil levant était plutôt préoccupé par leur guerre en cours avec la Chine et réveillait un géant endormi à eux, à savoir les États-Unis d'Amérique. Les mois de juillet, août et septembre 1941 s'annonçaient très intéressants. Et alors que le monde regardait et attendait de voir ce qui allait se passer ensuite, ce n'était pas seulement l'Union soviétique qui se préparait à jouer à la roulette russe. Pour beaucoup de gens qui regardent en arrière l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la position des Russes dans les événements tels qu'ils se sont déroulés est souvent difficile à comprendre. Même Winston Churchill, le Premier ministre britannique, a décrit la Russie comme étant une énigme enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme, et alors que nous examinons en profondeur ce qui se passait en juillet 1941, revenir plus loin dans le temps nous aidera certainement à comprendre les choses plus en contexte. Traditionnellement, au début du XXe siècle, les Russes avaient des liens étroits avec la Grande-Bretagne, notamment parce que le tsar Nicolas II était marié à la petite-fille de la reine Victoria, Alexandra. Et alors qu'un autre petit-fils de la reine Victoria, le Kaiser allemand Wilhelm, menaçait la paix de l'Europe, les Russes se sont alliés aux Britanniques lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Mais alors que les champs de bataille d'Ypres et de la Somme étaient trempés du sang des jeunes hommes qui se battaient dans les tranchées, le puissant empire russe s'effondrait rapidement et dans les rues de Moscou, le sang russe était versé à parts égales. Alors que la Première Guerre mondiale faisait rage, la Révolution russe de 1917 a vu les classes ouvrières se révolter contre leurs seigneurs capitalistes, déclenchant une guerre civile brutale. Avec de lourdes pertes face aux Allemands sur le front de l'Est et des conditions de vie qui se détérioraient sur le front intérieur, les tensions étaient vives. La décadence scintillante de la famille royale contrastait fortement avec l'existence maigre des classes paysannes, et alors que Lénine s'imposait comme le leader bolchevique, la dynastie Romanov était renversée alors que le tsar et sa famille étaient capturés puis exécutés. C'était une période désespérée pour le peuple russe, qui a vu l'essor du communisme et de l'armée rouge, nommée en l'honneur de ceux dont le sang avait été versé dans la guerre contre le capitalisme. Puis, lorsque Lénine est mort en 1924, sa place a été prise par Joseph Staline.
Ironiquement, Lénine avait averti du danger que représentait Staline, mais ses sages paroles sont restées sans écho. Dès les années 1920, Winston Churchill pouvait résumer une situation avec les mots les plus évocateurs et un fervent opposant au communisme. Il a déclaré qu'en ce qui concerne Lénine, pour le peuple russe, leur pire malheur avait été sa naissance, tandis que le suivant était sa mort. Cela s'est avéré très vrai, car les Russes étaient laissés à la dérive sans Lénine. Et lorsque Staline est arrivé au pouvoir sur les questions de droits de l'homme, il y avait peu à choisir entre le nouveau leader soviétique et Adolf Hitler. La grande purge de Staline dans les années 30 a laissé le monde et son propre peuple en peu de doute sur ce dont il était capable. Plus précisément décrite comme la Grande Terreur, Staline a lancé une purge du Parti communiste pour s'assurer qu'il ne faisait face à aucune opposition. Tout comme Hitler le faisait avec son gouvernement en Allemagne nazie. Ceux qui avaient déjà montré leur désaccord étaient soit envoyés dans des camps de travail forcé, soit exécutés, tandis que des millions de minorités ethniques étaient déportées. Sur les 5 premiers maréchaux de l'Union soviétique, seuls 2 ont survécu à la purge, Budyonny et Vorochilov, qui auront tous deux leur rôle à jouer lorsque le monde entrera en guerre pour la 2e fois. Avec en moyenne une estimation de 1000 exécutions de Russes par jour, l'armée rouge est devenue une machine militaire féroce, durcie par le dogme et gouvernée par la terreur, capable de commettre les atrocités les plus terribles sans remettre en question les ordres. Bien qu'il soit farouchement opposé à Staline, Hitler avait beaucoup en commun avec lui et lorsque le Führer allemand a réalisé qu'il devait obtenir la coopération russe avant d'envahir la Pologne en 1939, malgré sa haine du communisme, il a conclu un pacte avec eux qu'il n'avait pas l'intention de respecter. C'était toujours destiné à être l'un des pactes les plus mal à l'aise de l'histoire. Et alors que nous revenons à juillet 1941, l'abandon cavalier d'Hitler de celui-ci peut avoir peu surpris les Alliés, mais a été un choc complet pour les Soviétiques, même s'ils avaient été avertis à plusieurs reprises de l'imminente invasion nazie par les services de renseignement alliés. Plus à l'est encore, des événements se déroulaient qui étaient redestinés à avoir des répercussions dramatiques avant la fin de l'année. Le 2 juin 1941, une conférence impériale a eu lieu au Japon alors que l'allié le plus puissant d'Hitler évaluait sa position. Avec l'opération Barbarossa mettant la Russie et l'Allemagne en guerre, les Japonais étaient réticents à être entraînés dans le conflit car ils avaient leurs propres problèmes qui exigeaient une attention plus immédiate. Le Japon était en guerre avec la Chine depuis 1937, ce qui était une entreprise majeure. Mais les tensions diplomatiques avec les États-Unis s'intensifiaient également. Il est utile à ce stade des procédures de faire un récapitulatif des événements à ce jour du point de vue japonais, afin qu'il soit possible de mettre en contexte ce qui s'est passé tout au long de la dernière partie de 1941. Les Japonais avaient une histoire de conflit avec l'Amérique et la Russie, et ayant passé de nombreux siècles de leur existence avec leurs ports fermés au monde extérieur, c'était une nation de grands mystères. Lorsque le commodore naval américain, l'amiral Matthew Perry, a finalement forcé les Japonais à ouvrir des liens commerciaux avec l'Ouest, à la fin du XIXe siècle, l'empire du soleil levant a sans doute eu l'impression d'être exploité. De plus, avec l'Amérique qui achetait les vastes étendues de l'Alaska aux Russes et gagnait les îles Philippines et Guam aux Espagnols, le Japon était trop conscient de la domination croissante des États-Unis. Hawaï a également été annexé, les Américains y créant une base navale d'où ils pouvaient facilement atteindre leur nouveau territoire dans le Pacifique. Il ne sera donc pas surprenant que les Japonais aient pris des mesures pour améliorer leur puissance militaire, modélisant leur armée sur les Français et les Prussiens et leur flotte navale sur les Britanniques.
Cela s'est avéré inestimable lorsque la Russie impériale s'est rapprochée de plus en plus de la Corée, un pays que le Japon considérait comme un tampon de sécurité. Lorsque la marine japonaise a attaqué la flotte russe à Port Arthur en 1904, ils ont remporté une victoire retentissante. Cependant, le nouveau siècle devenait rapidement diplomatiquement précaire et juste 10 ans plus tard, un mélange de conflits à l'échelle mondiale avait explosé dans la Première Guerre mondiale. Après des combats amers et sanglants dans les tranchées et de grandes batailles en mer, lorsque la paix a finalement prévalu en 1918, des traités ont été rapidement mis en place pour empêcher une telle guerre de se reproduire. Mais tout comme le traité de Versailles et ses mesures draconiennes contre la nation allemande vaincue ont poussé Adolf Hitler et d'autres patriotes de même sensibilité à l'action, un autre traité a causé le mécontentement des Japonais. La puissance des plus grandes puissances navales du monde a été examinée à la suite de la Première Guerre mondiale et le traité naval de Washington a été signé entre l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon, convenant des limites pour la marine de chaque signataire. Cependant, les Japonais ont estimé qu'ils avaient été injustement contraints par les Américains et c'était le début d'une période de conflit entre les deux nations culturellement diverses. Le prince Fumimaro Konoe, qui deviendrait finalement Premier ministre du Japon, était sceptique quant aux intentions occidentales à cette époque et il était particulièrement préoccupé par le manque de ressources naturelles disponibles pour sa petite nation insulaire. Konoe croyait que les nations de l'Ouest protégeaient leurs propres intérêts et a remarqué que si chaque pays n'avait pas un accès égal aux marchés internationaux, la nation pauvre en ressources du Japon n'aurait d'autre choix que de détruire le statu quo pour sa propre préservation. En une décennie, les fondations fragiles de la paix que le traité de Versailles avait tenté de construire étaient d'un menacé et les prédictions de Konoe devaient devenir réalité. Le krach boursier de Wall Street de 1929 a plongé le monde dans une dépression économique et le Japon a été contraint de chercher plus loin des approvisionnements en matières premières pour nourrir l'économie mourante du pays. Il y avait déjà des colonies japonaises en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, et tentée par une terre riche en ressources naturelles, l'armée impériale a fait marcher ses troupes dans la région en septembre 1931. En 6 mois, une victoire japonaise avait été assurée, et le 1er mars, le dernier empereur de Chine, Puyi, qui avait été destitué par les seigneurs de guerre chinois en 1924, a été placé à la tête du nouvel État fantoche de Mandchourie. La région elle-même a été rebaptisée Manchukuo et bientôt l'armée a commencé à élaborer des plans pour installer 5 millions de colons en Chine en 20 ans. En attendant, les nouveaux colons se sont mis au travail pour construire des mines d'or, de charbon et de minerais de fer qui aideraient à alimenter l'expansion japonaise. L'industrie du bois a prospéré et les agriculteurs ont été encouragés à cultiver des pavots à opium dont la vente aiderait à financer l'armée impériale. Avant longtemps, il y a eu une augmentation spectaculaire de la consommation d'opium et bientôt un quart de la population de Mandchourie était des toxicomanes. Mais alors que le Japon récoltait les bénéfices de leur aventure en Chine, leurs actions étaient condamnées par l'Ouest.
La Société des Nations, créée après la Première Grande Guerre pour prévenir d'autres actes d'agression dans le monde, a refusé de reconnaître la Mandchoukou comme un État indépendant et a ordonné au Japon de se retirer de la région. Cependant, en février 1933, un délégué japonais, Yosuke Matsuoka, a répondu aux représentants des nations du monde entier, leur disant que la Mandchourie était une question de vie ou de mort pour le Japon. It is a matter of common knowledge that Japan's policy is fundamentally inspired by a genuine desire to guarantee peace in the Far East and to contribute to the maintenance of peace throughout the world. Japan, however, finds it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Alors que Matsuoka a quitté la salle, cela marquait le retrait du Japon de la Société des Nations et le début de relations de plus en plus tendues avec l'Ouest. En 1936, le Japon avait renoncé au traité de Washington et en 1937, après 6 années de batailles sporadiques, le conflit entre la Chine et le Japon avait pris de l'ampleur et de l'intensité. Le 7 juillet, alors que les tensions s'intensifiaient entre les troupes du leader chinois Chiang Kai-shek et l'armée impériale du Japon, un incident au pont Marco Polo, au sud de Pékin, a conduit à une guerre totale entre les deux pays. Sous l'œil vigilant de l'Ouest, les troupes japonaises ont commencé à affluer en Chine sous la direction du leader militaire Hideki Tojo et ont rapidement ravagé la vaste nation. Il y avait beaucoup de gens à Tokyo qui étaient horrifiés de voir que l'armée semblait avancer de sa propre initiative. Et le prince Konoe, qui était maintenant devenu Premier ministre du Japon, a réalisé que son gouvernement avait peu ou pas de contrôle sur l'armée. En décembre 1937, l'armée japonaise avait atteint la capitale de la Chine, Nankin, et avait lancé une attaque terrifiante sur ses habitants qui verrait des centaines de milliers de civils innocents massacrés. Il y avait des Occidentaux dans la ville à l'époque qui, comme les Chinois, ont commencé à fuir pour leur vie, et alors que la ville était plongée dans le chaos, un événement marquerait le début de hostilités encore plus grandes entre le Japon et l'Amérique. De nombreux militaires et civils avaient embarqué sur le canonnière USS Panay pour échapper à Nankin et le 12 décembre 1937, à l'horreur de ceux à bord, les avions navals japonais ont commencé à plonger vers le navire en le bombardant d'explosifs. Alors que les explosions déchiraient le pont, beaucoup ont été blessés et 3 Américains ont été tués. C'était un moment grave pour les relations diplomatiques entre l'Amérique et le Japon, et pour aggraver les choses, un film d'actualité de l'événement était en route pour le président Roosevelt à Washington. Avec une telle démonstration ouverte d'hostilité, le président américain avait toutes les raisons de déclarer la guerre, mais alors que les souvenirs de la Première Grande Guerre pesaient encore sur la nation, les États-Unis avaient tenu à adopter une position isolationniste et à éviter tout conflit pour le moment. Pendant ce temps, beaucoup de Japonais avaient exprimé leur remords pour l'incident. Le vice-amiral Isoroku Yamamoto a présenté des excuses formelles aux États-Unis pour l'incident du Panay. C'était un homme de Harvard qui avait passé du temps en tant qu'attaché naval en Amérique et qui était conscient de la puissance navale considérable que l'Amérique détenait. Il était également plus conscient que quiconque des dangers d'entrer en guerre avec une nation aussi puissante que les États-Unis. Au soulagement du gouvernement japonais, le soir de Noël 1937, le président a accepté les excuses de Tokyo, mais alors que la guerre se poursuivait en Chine, Roosevelt était de plus en plus perturbé par les récits d'atrocités qui revenaient à l'Ouest. L'armée japonaise avait peu de respect pour la vie humaine et son utilisation d'armes biologiques et de bombardements terroristes tuait des millions de civils à travers la Chine.
après que les Japonais ont bombardé Chongqing en mai 1939, tuant 5000 personnes. En 2 jours, l'Amérique a pris des mesures décisives pour empêcher d'autres brutalités japonaises. En juillet de cette année, un embargo sur la vente d'avions au Japon a été mis en place et a servi d'avertissement au pays que l'Amérique ferait tout ce qu'elle pouvait pour entraver ses politiques expansionnistes. Au moment où la guerre avait éclaté en Europe, Roosevelt a pris d'autres mesures et en signant la loi Lend-Lease en mars 1941, il a promis de l'aide non seulement aux Britanniques dans leur lutte contre l'Allemagne nazie, mais aussi aux Chinois alors qu'ils se battaient contre l'armée impériale. Le leader du Front national chinois, Chiang Kai-shek, avait également demandé un soutien aérien et à l'été 1941, le premier groupe de volontaires américains, communément appelé les Flying Tigers, s'entraînait sur les aérodromes chinois. Bien que les pilotes ne soient pas en combat avant le début de 1942, le fait que Roosevelt ait approuvé leur déploiement était une fois de plus la preuve de l'endroit où se trouvaient les sympathies de l'Amérique. Le Japon a à son tour clairement indiqué que tant que la guerre faisait rage en Europe, ses sympathies allaient à l'Axe. En septembre 1940, ils avaient dû signer le pacte tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie, et au printemps 1941, Frank Matsuoka, le délégué qui avait quitté la Société des Nations en 1933, saluait triomphalement depuis le balcon de Mussolini à Rome. Matsuoka, qui était à cette époque le ministre des Affaires étrangères japonais, avait été éduqué en Amérique et y avait vécu pendant 9 ans. Mais malgré son éducation occidentale, Matsuoka était obsédé par l'idée d'un complot anglo-américain visant le Japon et c'était en ses craintes qu'il avait rapproché des nations belligérantes de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. À la surprise du gouvernement japonais, le ministre des Affaires étrangères japonais ne s'est pas arrêté en Italie et en Allemagne et le 13 avril 1941, après une réunion réussie avec Joseph Staline, il a signé un pacte de neutralité avec l'Union soviétique. Ce n'était certainement pas ce à quoi le gouvernement japonais s'attendait, et les fonctionnaires ont été déconcertés par la nouvelle politique radicale de leur ministre des Affaires étrangères. La Russie était l'ennemi héréditaire du Japon et avait pénétré le folklore du peuple même avant que l'expédition du commodore Perry en 1853 ne signale le début des hostilités entre l'Est et l'Ouest. Le Japon considérait la Russie comme la grande puissance contre laquelle il était destiné à se battre pour sa survie. Et il vaut la peine de revenir sur une bataille entre la Russie et le Japon pour mieux comprendre la rivalité qui existait entre les deux nations. À peine 2 ans avant que Matsuoka ne signe le pacte de neutralité avec Staline, il y avait eu de féroces batailles entre l'Union soviétique et le Japon. La Mongolie, qui bordait la Mandchourie appartenant aux Japonais, avait été un État marionnette soviétique depuis les années 2020 et il semblait y avoir peu d'espoir de coexistence pacifique entre les deux régions. La frontière entre les deux territoires était vivement contestée. Et alors que le Japon affirmait que la frontière longeait la rivière Khalkhin-Gol, les Soviétiques soutenaient qu'elle passait près du village de Nomonyan à une dizaine de miles à l'est de la rivière. L'argument a continué tout au long des années 1930 et il y a eu de fréquents affrontements militaires entre les troupes japonaises et les troupes mongoles et soviétiques. Mais l'engagement le plus décisif de la guerre frontalière soviéto-japonaise serait la bataille de Khalkhin-Gol. En fait, cette bataille aurait également une importance majeure dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Au printemps 1939, les nations soviétiques et japonaises avaient renforcé leurs forces de part et d'autre du Khalkhin Gol et en juillet, les troupes japonaises avaient franchi la rivière et avançaient le long de la rive ouest. Ils ont cependant fait face à une opposition féroce, dirigée par un commandant soviétique relativement inconnu à l'époque. Georgi Zhukov était le fils d'un cordonnier de village et avait mené la vie d'un paysan jusqu'à son incorporation dans l'armée. Pendant la Première Guerre mondiale, cependant, il a fait preuve de son expertise militaire et a rapidement été promu au rang d'officier pour sa bravoure au combat. Plus tard, Zhukov a rejoint le parti bolchevique, où son passé de pauvreté est devenu un atout majeur et il a été l'un des rares officiers à survivre à la grande purge de Staline de l'armée rouge. Renommé pour sa planification détaillée, sa discipline et son attitude de ne jamais abandonner en bataille, Zhukov deviendra finalement l'un des plus grands généraux de l'Union soviétique et dissuadera certainement les Japonais de jamais chercher à se battre avec les Soviétiques à nouveau. En août 1939, Zhukov a lancé sa contre-attaque à Khalkhin Gol avec 50 000 troupes soviétiques et mongoles et des divisions d'artillerie motorisée et de chars qui se sont avérées plus qu'à la hauteur des Japonais. À la fin du mois, la force opérationnelle du Nord avait été détruite, et tandis que les soldats japonais survivants étaient faits prisonniers, Zhukov a été félicité pour sa victoire exceptionnelle. Au moment où un accord de cessez-le-feu a été signé le 15 septembre, cependant, les Soviétiques avaient d'autres affaires à régler. Staline avait de nouveaux engagements en Europe de l'Est, ayant accepté de participer à l'invasion nazie de la Pologne, et l'armée rouge était maintenant attirée par un tout autre champ de conflit. Un peu plus de 2 semaines après l'invasion initiale du pays par Hitler, le 17 septembre 1939, les Soviétiques ont fait irruption dans l'est de la Pologne à l'horreur de ceux qui combattaient déjà contre les forces allemandes. Pendant ce temps, au Japon, les événements en Mongolie auraient un effet profond sur la politique de guerre. L'armée impériale avait longtemps favorisé un groupe de frappe du Nord et avait préconisé de marcher profondément en Sibérie pour étendre davantage l'empire du Japon pendant des années. En fait, la propagande avait commencé à circuler dès 1919, encourageant les Japonais à soutenir l'occupation de l'Extrême-Orient russe. La bataille de Khalkhin Gol, cependant, avait quelque peu changé la donne. La défaite désastreuse a maintenant convaincu l'état-major général impérial à Tokyo qu'au lieu de suivre le groupe de frappe du Nord pour étendre les frontières de l'Empire, il devrait plutôt se concentrer sur un groupe de frappe du Sud. Cette stratégie, favorisée par la marine, conduirait le Japon vers les riches territoires du Pacifique Sud, où se trouvaient de nombreux avant-postes de l'Empire britannique et des États-Unis, et changerait finalement le cours de la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, à l'été 1941, bien que les Soviétiques aient été assurés qu'il n'y avait plus de menaces japonaises à leurs frontières orientales, Hitler avait renoncé à son pacte de non-agression avec le pays et une vaste armée de l'Axe traversait maintenant leurs frontières méridionales. Hitler avait attendu de nombreux mois pour l'occasion de s'attaquer aux maux du communisme et finalement, le 22 juin 1941, l'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa, était bien en cours. Les forces armées allemandes étaient divisées en 3 groupes d'armées, nord, sud et centre, et avaient là pour objectif global d'atteindre les montagnes de l'Oural au nord et le fleuve Volga au sud. Le groupe d'armées du Nord marcherait à travers les pays baltes et prendrait ou détruirait la ville de Leningrad, aujourd'hui connue sous le nom de Saint-Pétersbourg. Ce groupe serait commandé par Wilhelm von Leeb, un général détesté par Hitler pour ses attitudes anti-nazies, mais qui avait gagné sa place à la tête de Barbarossa après son grand succès lors de la bataille de France.
Pendant ce temps, le groupe d'armées du Sud frapperait à travers le cœur agricole de l'Ukraine, prenant Kiev avant de continuer vers l'est en direction de Stalingrad sur le fleuve Volga et du riche en pétrole Caucase. Le groupe Sud serait dirigé par Gerd von Rundstedt, qui avait vu l'action en Pologne et en France et avait également aidé à planifier l'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Sea Lion. Feder van Bock, qui avait dirigé une armée dans le nord de la Pologne en 1939, commanderait le groupe d'armées du centre et c'était l'armée de Bock qui avancerait vers Smolensk puis vers le Prix brillant de Moscou. D'un point de vue militaire, plusieurs facteurs faisaient de Moscou un objectif important dans la campagne contre l'Union soviétique. La ville était la capitale de l'État et sa capture non seulement perturberait le gouvernement, mais serait énormément symbolique dans la bataille pour conquérir le pays. Moscou était également un grand centre industriel et un important carrefour du réseau ferroviaire soviétique, ce qui signifiait que si elle était perdue pour les nazis, les liens avec le reste du pays seraient découpés. Leningrad serait laissé vulnérable au nord-ouest et le contact soviétique serait gravement affaibli au sud, menaçant la défense de l'Ukraine. Mais alors que les généraux nazis étaient convaincus que Moscou devait être attaqué en premier, Adolf Hitler croyait que Leningrad devait être prioritaire sur la capitale soviétique. Pendant les étapes de planification de l'opération Barbarossa, Hitler, se croyant un génie militaire, avait souvent ordonné Leningrad d'abord, le bassin de Herrier, Donetsk deuxième, Moscou troisième, tandis que ses généraux nourrissaient en silence des doutes sur les capacités de leur Führer en matière de stratégie militaire. Mais bien que les différences d'opinion finiraient par nuire à la campagne en Russie, l'invasion initiale a été un énorme succès. Une armée de l'Axe de 3 millions d'hommes a rapidement brisé les lignes de défense soviétiques et tandis que les forces avançaient de plus de 20 miles par jour, en juillet, le groupe d'armées du Nord avait chargé à travers les États baltes se rapprochant de Leningrad, le groupe d'armées du Centre avait encerclé Minsk et le groupe d'armées du Sud marchait sur Kiev. Staline, pendant ce temps, était assis à Moscou, paralysé par l'avance rapide de l'ennemi, à peine capable de croire que Hitler avait pris le dessus sur la puissance de l'Union soviétique. Il a fallu près de 2 semaines au dictateur soviétique pour reprendre le contrôle, mais finalement, le 3 juillet, les forces désorganisées de l'armée rouge ont reçu des directives, alors que Staline s'adressait à tout le pays et appelait à une grande guerre patriotique contre l'envahisseur. Dans son discours, il a fait appel non seulement aux idéaux communistes, mais au nationalisme russe. Et alors que le peuple soviétique entendait la voix de leurs dirigeants pour la première fois, les soldats et les civils se sont ralliés pour défendre leur pays. Le 10 juillet, les forces de défense soviétiques ont été réorganisées en une structure de commandement à 3 groupes. Kliment Voroshilov, qui avait conduit l'armée rouge à la catastrophe lors de la guerre d'hiver contre la Pologne, a été désigné comme la force du Nord-Ouest. Semyon Timoshenko, qui avait combattu avec un succès considérablement plus grand en Finlande, a été affecté à la force de l'Ouest et Semyon Budyonny a été affecté aux forces du Sud-Ouest. Budyonny était l'un des 2 premiers maréchaux de l'Union soviétique à survivre à la Grande Purge des années 30 avec Voroshilov. Zhukov, quant à lui, avait été promu chef d'état-major et coordonnerait la défense de l'Union soviétique. Comme les officiers russes manquaient d'expertise ou d'autorité pour diriger des opérations à grande échelle, les groupes soviétiques ne ressembleraient en rien aux groupes d'armées allemands. Cependant, ils ont commencé à opposer une résistance farouche aux forces d'invasion. Pendant ce temps, juste 4 semaines après le début de la campagne, des problèmes commençaient à surgir dans l'avance nazie.
Le groupe d'armée Centre de Bock avait réussi à saisir Smolensk le 15 juillet, mais les unités de Panzer étaient le plus en avance sur l'infanterie que prévu. Hitler espérait que les troupes soviétiques pourraient être prises au piège en utilisant un énorme mouvement en tenaille au nord et au sud de Smolensk, mais alors que les forces motorisées allemandes avaient devancé l'infanterie poursuivante, il y avait une tension notable sur les lignes d'approvisionnement allemandes. L'écart entre les deux pinces blindées n'a pas pu se fermer avant qu'il ne soit trop tard, et des milliers de soldats soviétiques s'étaient échappés. Il y avait maintenant des craintes que les Russes puissent pousser des renforts entre les panzers du groupe d'armée centre et leurs unités de soutien. Et alors que le groupe d'armée sud rencontrait des problèmes sur son chemin vers Kiev, avec une opposition plus forte que prévu, Hitler a pris une décision radicale. Au grand désarroi des commandants du groupe d'armée du centre, Hitler a décidé d'arrêter l'avance sur Moscou et de concentrer toute la force militaire sur l'attaque de Kiev au sud et de Leningrad au nord. Le 19 juillet, Hitler a émis la directive 33 ordonnant aux panzers de la force armée centrale de rejoindre les troupes de Rundstedt au sud. Le plan n'était pas populaire auprès du haut commandement de l'armée allemande et dans les semaines qui ont suivi, de nombreuses réunions ont été organisées pour débattre de la question. De la mi-juillet à la mi-août, les discussions se sont poursuivies. Et alors que le temps s'écoulait lentement, les Allemands gaspillaient le temps le plus favorable pour la guerre en Russie. Pendant que le débat se poursuivait, Staline, méfiant face à la grande menace pour les villes soviétiques, s'est tourné vers Winston Churchill pour demander de l'aide et a suggéré que les Britanniques ouvrent un front de guerre à l'ouest en attaquant la France. Mais bien que le bombardement nazi des îles britanniques se soit apaisé à ce moment-là, Churchill n'était pas en mesure d'aider les soviétiques à mener leur bataille et il a rappelé à Staline que la Grande-Bretagne avait été seule dans la lutte contre l'Axe pendant un an. Les ressources britanniques étaient tendues à pleine capacité avec des batailles qui se poursuivaient en Afrique et dans l'Atlantique. Les troupes allemandes dirigées par Erwin Rommel continuaient à battre les défenses alliées alors qu'elles avançaient vers l'Égypte et le précieux canal de Suez. Et tandis que la Royal Navy concentrait ses énergies sur la protection des navires de ravitaillement traversant l'océan Atlantique, il y avait de plus en plus de préoccupations pour les avant-postes non protégés de l'Empire britannique dans le Pacifique. La Malaisie, la Birmanie, Singapour et Hong Kong étaient toutes des colonies britanniques précieuses, et celles-ci étaient de vulnérables à une attaque tant que le Japon restait allié à l'Allemagne. Les Japonais avaient déjà fait pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle ferme la route de Birmanie, l'une des rares voies encore ouverte pour apporter de l'aide à la Chine. Et il était clair qu'au fur et à mesure que la guerre se poursuivait contre l'Allemagne, la puissance de l'Empire britannique diminuait considérablement dans la région. Les Japonais, quant à eux, restaient sceptiques quant à leur alliance avec Adolf Hitler. En tant que membres du pacte tripartite, les politiciens japonais avaient été choqués que l'Allemagne ne les ait pas informés de l'attaque contre l'Union soviétique, ce qui les a mis dans une position délicate après leur accord avec Staline. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Matsuoka a rapidement pris le parti de Hitler et, rejetant son précédent traité avec le dirigeant soviétique, a maintenant exhorté le Japon à entrer en guerre avec la Russie depuis l'Est alors que l'Allemagne avançait à travers ses frontières depuis l'Ouest. Le gouvernement en avait maintenant assez de leur ministre des Affaires étrangères et était désireux de se débarrasser de lui, donc le Premier ministre Konoe, avec tout le cabinet, a démissionné en juillet 1941 pour être reformé en un nouveau gouvernement sans lui. Mais bien que l'absence de Matsuoka ait été un soulagement pour beaucoup à Tokyo, Konoe craignait que le Japon ne se dirige rapidement vers le bord d'une guerre qui serait bientôt inévitable.
L'Empire de l'Est avait déjà diffusé de la propagande en faveur d'une sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est pour rallier le soutien à son entreprise vers le sud du Pacifique. Le gouvernement prétendait que cette entreprise placerait les peuples de l'Asie du Sud-Est et de la Chine sous la protection du Japon. Les empires occidentaux avaient longtemps profité de la richesse du Pacifique et le Japon libérerait maintenant l'Asie de l'impérialisme européen et américain, mais alors que ceux des îles du Pacifique commençaient à croire vraiment que l'empire du soleil levant serait leur salut, la sphère de coprospérité n'était rien de plus qu'une excuse pour un expansionnisme militaire agressif. Au début de juillet, les services de renseignement américains ont intercepté un message d'une conférence impériale tenue au Japon qui indiquait que la préparation d'une avancée vers le sud devait être renforcée et le 18 juillet, il était clair que le Japon se préparait à s'aventurer plus loin. Leur première cible serait une partie de l'empire colonial français, l'Indochine française, qui comprenait une grande partie du Vietnam, ainsi que le Cambodge et le Laos, et qui avait été administrée par le régime pro-Axe de Vichy après la chute de la France en 1940. Les Japonais avaient fait des demandes à l'Indochine pendant des mois, mais finalement, les responsables de Vichy ont cédé à la pression et ont signé à contre-cœur un traité avec les belligérants le 24 juillet, leur permettant d'occuper des bases aériennes dans le sud du pays. Cela a maintenant placé les Japonais à portée facile des colonies britanniques et des bases militaires américaines. Pendant ce temps, alors que la menace d'une attaque japonaise à l'Est commençait à grandir, Roosevelt a fait un autre geste audacieux dans la guerre économique qu'il menait contre le Japon, en imposant un embargo sur le commerce japonais de pétrole et d'acier. Donnant au Japon un ultimatum pour se retirer entièrement de la Chine et de l'Indochine et pour renoncer à son traité avec l'Allemagne et l'Italie, l'embargo est entré en vigueur le 1er août. L'Empire britannique et les Hollandais en Indonésie ont rapidement suivi et les Japonais, qui avaient traditionnellement dépendu de l'Ouest pour des matières premières stratégiques de vital, faisaient maintenant face à un embargo mondial qui aurait des conséquences dévastatrices sur leur économie. Le Japon n'avait stocké de pétrole que pour 2 ans et sans espoir de reconstituer ses stocks à partir de l'Amérique, le chef de l'état-major général de la marine impériale japonaise, Ozami Nagano, a annoncé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de se battre afin de briser les fers de fer qui étranglent le Japon. Il était catégorique que si le Japon devait entrer en guerre, il devrait le faire rapidement. Alors que le haut commandement japonais a officiellement approuvé la stratégie Go South pour frapper les îles faiblement défendues du Pacifique, le 4 août, Winston Churchill a embarqué sur le cuirassé Prince of Wales et s'est mis en route pour rencontrer le président Roosevelt à Placentia Bay, Terre-Neuve, pour discuter de la situation en Europe et dans le Pacifique. Le 9 août, les deux dirigeants se sont rencontrés pour la toute première fois et, lors de cette rencontre, ils ont créé un projet de document qui fixait tous des objectifs pour le monde d'après-guerre. La Charte de l'Atlantique prônait la liberté de vouloir et de craindre, le désarmement des nations agresseurs et la coopération économique mondiale. C'était en effet la première étape vers la création des Nations Unies. Mais alors que les Britanniques et les Américains célébraient leur alliance discrète contre l'Axe, pour les Japonais, la Charte de l'Atlantique aurait tout aussi bien pu être une déclaration de guerre et était considérée comme un plan pour la domination mondiale anglo-américaine.
conférence impériale le 6 septembre a conclu que si les négociations ne résolvaient pas le problème des approvisionnements en pétrole, les hostilités commenceraient contre les États-Unis, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne à la mi-octobre. La marine japonaise avait déjà commencé les préparatifs de guerre et l'amiral Yamamoto, qui avait été désireux d'éviter un conflit avec l'Amérique en 1937, avait conclu que si la guerre était vraiment inévitable, la seule façon de réussir contre les forces navales immenses du pays était d'attaquer la flotte américaine avant qu'elle n'atteigne l'Extrême-Orient. Des espions à Hawaï, envoyant des informations depuis la base navale américaine de Pearl Harbor, de sorte que le plan d'attaque pouvait être perfectionné, et tandis que les États-Unis se concentraient sur l'augmentation des forces et la défense de leur base dans le Pacifique, il semblait qu'ils avaient peu idée des risques plus proches de chez eux. En attendant, certains au sein du gouvernement japonais étaient encore réticents à entrer en guerre avec l'Amérique. Le Premier ministre Konoye a exhorté une rencontre avec le président Roosevelt afin que les questions puissent être négociées, proposant même de se rendre aussi loin qu'à Hawaï à un moment donné. Mais tant que le Japon n'acceptait pas l'ultimatum fixé, le secrétaire d'État de Roosevelt, Cordell Hull, a conclu qu'il y avait peu de raisons pour que les deux dirigeants se rencontrent. Alors que les événements s'accéléraient dans le Pacifique et que le Japon se préparait à la guerre, en Russie, la pause pour le débat qui avait retardé l'offensive allemande avait finalement pris fin. Hitler avait refusé de reculer face à l'opposition militaire à ses plans, et alors que les panzers du groupe d'armées du centre se dirigeaient maintenant vers le sud pour rencontrer l'armée de Rundstedt qui avançait sur Kiev, le 23 août, l'attaque avait repris. Le 19 septembre, Kiev était tombé aux mains des nazis et 4 armées russes étaient encerclées dans ce qui est maintenant considéré comme le plus grand encerclement de troupes de l'histoire. Selon les affirmations allemandes, 600 000 soldats soviétiques ont été capturés dans une défaite sans précédent pour l'armée rouge. Laissés à la merci des nazis, le sort de beaucoup de ces hommes serait pire que la mort car ils ont été envoyés au camp de concentration de Buchenwald en Allemagne. C'était l'un des plus grands camps que les nazis avaient y construit et ces prisonniers souffriraient d'horreurs inimaginables alors qu'ils étaient maintenant confrontés à la famine, aux exécutions sommaires ou aux expérimentations humaines. Parmi tous les prisonniers de Buchenwald, les Russes seraient particulièrement maltraités car selon Hitler, ils étaient une race sous-humaine qui devrait être éradiquée de la surface de la Terre. La perte de tant de troupes soviétiques, alors que Kiev tombait, serait désastreuse pour l'armée rouge. Et alors que les nazis progressaient dans le nord-est, il y avait maintenant le danger supplémentaire que Leningrad soit perdu. Le général nazi, Lieb, à la tête du groupe d'armées du Nord, avait reçu le soutien de chars du groupe d'armées du Centre également. Et à la fin du mois d'août, la 4e armée de Panzer avait percé les défenses soviétiques et se trouvait à moins de 30 miles de Leningrad. Pendant ce temps, l'armée finlandaise se rapprochait du nord autour du lac Ladoga. Les soldats de la Finlande ont joué un rôle important dans le succès de la campagne sur Leningrad et le 6 septembre, le baron Mannerheim, commandant en chef des forces de défense finlandaises, a reçu l'ordre de la Croix de fer de Hitler pour son commandement dans la campagne. Cependant, lorsqu'on les a exhortés à poursuivre l'attaque sur Leningrad, Mannerheim et le gouvernement finlandais ont hésité à s'engager pleinement dans une guerre de l'Axe et ont refusé.
Leur objectif avait été de gagner plus de territoires à l'Est et de récupérer les terres perdues face aux Soviétiques lors de la guerre d'hiver de 1939 à 1940 et non de capturer Leningrad. Mais même sans l'aide des Finlandais, le sort de Leningrad semblait déjà scellé. La ville soviétique, qui se dressait sur la rivière Neva, à l'embouchure du golfe de Finlande, était l'une des villes les plus précieuses de Russie, et Hitler était impatient de la détruire et d'annihiler tous ceux qui s'y trouvaient. Les forces allemandes ont encerclé la ville, coupant toutes les voies d'approvisionnement vers Leningrad et, face aux défenses organisées par le maréchal Zhukov, ont commencé à assiéger la ville. Dans le chaos des premiers mois de guerre, aucun plan d'évacuation n'avait été préparé pour les habitants de Leningrad et alors que les approvisionnements alimentaires diminuaient, des centaines de milliers de personnes moururent de faim. Les gens étaient réduits à manger tout ce qu'ils pouvaient trouver et dans certains cas, certains ont même eu recours au cannibalisme. Le 22 septembre, Hitler a annoncé « Nous n'avons aucun intérêt à sauver la vie de la population civile » et a ordonné que la ville soit effacée de la surface de la terre. Le siège se poursuivrait pendant 872 jours et à la fin de cette période, plus d'1 million de personnes seraient mortes à Leningrad. Avec Kiev et Leningrad face à la destruction par les nazis, à la fin du mois de septembre, Hitler a ordonné que l'avance sur Moscou commence, déclarant « Après 3 mois de préparatifs, nous avons enfin la possibilité d'écraser notre ennemi avant l'arrivée de l'hiver. » Mais alors que les Soviétiques continuaient à tenir bon et que les premières neiges commençaient à tomber sur le front de l'Est, une victoire allemande sur l'Union soviétique était encore loin. L'hiver russe rigoureux promettait un désastre pour la guerre de Hitler contre le communisme et la bataille que les nazis espéraient terminer en quelques mois ne faisait que commencer. En attendant, alors que l'échéance du Japon pour mettre fin aux négociations avec l'Amérique approchait, il semblait que l'hiver de 1941 verrait le tournant le plus dramatique de la Seconde Guerre mondiale à ce jour.